Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Dans le Big Data Hebdo, on essaye de vous faire des épisodes thématiques. Vous en avez eu quelques-uns ces derniers temps. On essaye de parfois vous faire des épisodes de news. C'est vrai qu'on a eu assez peu d'épisodes de news ces derniers temps aussi. Mais on essaye surtout d'avoir des interviews avec des gens qui viennent nous parler soit d'un projet qu'ils ont réalisé, soit d'un produit qu'ils ont utilisé dans un de leurs projets. Ou alors, des gens qui représentent une société et qui viennent nous parler d'un produit qui peut être parfois une très grande découverte. Et je pense qu'aujourd'hui, pour bon nombre d'entre vous, ce dont on va parler va être une belle découverte parce que Aerospike, c'est assez peu probable que vous fassiez partie des quelques heureux utilisateurs qui ont développé avec ce produit sur les dernières années. Mais par contre, ce qui est très certain, c'est que sans le savoir, vous avez utilisé des services qui sont construits au-dessus d'Aerospike puisque c'est parmi ses clients, on trouve évidemment tous les grands noms de la publicité en ligne. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Nicolas de la société Aerospike qui est avec moi. Salut Nicolas, comment ça va? Bah écoute, ça va. Bonjour à tous. Ça va pas mal. On va effectivement essayer de parler d'Aerospike et de le rendre un peu plus connu auprès de tout le monde pour savoir ce que c'est et ce que ça fait. Alors, Nicolas, en plus, ça me fait très plaisir de t'avoir puisque, tu m'as dit lorsqu'on préparait cette interview-là que tu étais un très long, depuis très longtemps, auditeur du podcast. Alors c'est toujours un grand plaisir d'avoir un auditeur qui soit, présent pour venir, parler, de sa société et ce qu'il réalise. Hem, je te propose pour commencer que tu te présentes toi, tu nous dises un petit peu quel est ton parcours pour que nos éditeurs te connaissent un peu mieux et puis ensuite, évidemment, on va parler un petit peu d'Aerospike et de ce qu'il y a comme différence par rapport aux autres, de son positionnement dans ce landscape, NoSQL et surtout de ce qui fait l'énorme différenciateur par rapport à des produits dont on pourrait imaginer qu'ils remplissent la même fonctionnalité. Bah, moi, en fait, ça fait 25 ans en gros que je fais de l'IT, à peu près. Je commence à avoir pas mal de cheveux blancs. C'est certainement les soucis causés par tout ça. Historiquement, en fait, j'ai commencé très tôt en tant que dev, mais principalement orienté base de données avec des traitements de très gros volume dès 2001. Où en fait je faisais tourner des scripts, alors pour ceux qui se souviennent de ça, PLSQL sur des bases Oracle 7 sur HPUX. Une des particularités que j'ai eu à affronter dès le début, c'est qu'à l'époque, en 2001, j'avais une table qui faisait 1 Tera. Donc Waouh la vache! dans un schéma, à l'époque, c'était un peu compliqué de la manipuler. Et donc ça m'a très vite mis un petit peu dans le bain de comment on fait comment fonctionne une base de données, comment on travaille de la donnée et comment on la rend malléable tout en restant à peu près performant. Et au final, ça m'a suivi tout du long jusqu'à j'ai continué en tant que dev, archi, ainsi de suite. Et depuis quelques années maintenant, je travaille principalement en tant que solution architect pour des éditeurs de solutions. Et aujourd'hui, Aerospike notamment. Excellent. Aerospike qui est effectivement, comme je le disais en introduction, un acteur qui est présent depuis longtemps puisque moi j'ai eu le plaisir, ça devait être en 2014-2015 à tout casser, donc il y a une petite dizaine d'années, de faire un projet, chez un de mes clients, et il avait déjà sélectionné Aerospike comme solution pour pouvoir, construire, il faisait du retargeting publicitaire et donc pour pouvoir avoir, donc on était dans le cœur du réacteur en termes de use case. Donc vous l'aurez compris, c'est une base de données, NoSQL. Est-ce que tu peux présenter un petit peu, ce qui sont ses grandes caractéristiques et ce qui fait, peut-être la force et le différenciateur par rapport à d'autres produits? Ouais, alors le cœur d'Aerospike, de la conception d'Aerospike, c'est basé autour de la logique de se dire, un moteur NoSQL aujourd'hui, en gros, on a deux solutions. C'est soit on va être vraiment en mémoire pour vous garantir du temps de réponse, soit on va accepter d'être beaucoup plus lent, mais on va aller chercher plutôt de la scalabilité horizontale avec du stockage sur disque. C'est à peu près les deux mondes qu'on voit le plus souvent. Et ce qu'on voit dans ces deux mondes-là, c'est que si on veut être très performant, on va être sur du clé-valeur pure. Vraiment, on oublie la logique sur la valeur, mais vraiment, on va faire de l'accès du lookup ultra rapide. Et par contre, dès qu'on veut chercher plutôt de la scalabilité horizontale en mettant des nœuds, on va être plutôt sur du document ou des services un peu plus évolués où justement on a plus de facilité à travailler la donnée. Aerospike, en fait, c'est parti d'un constat de se dire, finalement, on a des disques qui sont très rapides, si on sait les manipuler. C'était les SSD à l'époque. Aujourd'hui, on a les interfaces NVMe
On est dans l'ordre de quelques microsecondes de lookup sur un disque. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on va travailler là-dessus et on va se positionner un peu à mi-chemin. Donc moi, j'aime bien dire que c'est un clé record, puisque finalement, on a une clé et on a une série de colonnes qui s'appellent des bins chez Aerospike qui ont un type. Donc ça va être des int, ça va être du texte, ça va être des listes, ça va être des maps, des choses comme ça. Et donc ça va pouvoir donner des interactions plus ou moins intelligentes sur ce qu'on est capable de faire sur chaque bin de manière indépendante. Et pour autant, on va garantir de la scalabilité horizontale et ainsi de suite. On va rester dans le mood NoSQL standard. On est scalable, on est résilient, on est tout ça, mais on est surtout ultra rapide, y compris quand on va sur un disque, puisqu'aujourd'hui, le retargeting à tech, typiquement, on va les citer, hein, c'est pas grave, Criteo, qui est un de nos gros clients. Aujourd'hui, on parle de millions de requêtes à la seconde avec des temps de réponse qui sont de l'ordre de 500 microsecondes, alors qu'on fait des lectures sur un disque. Alors que vous faites des lectures sur Voilà. un disque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de cache de la donnée qui serait cachée en mémoire, c'est vraiment de la lecture directe sur disque qu'on voit là-dedans. Et effectivement, tu disais, c'est même ça va même presque au-delà des capacités que peuvent avoir les documents, les bases documents, parce qu'à un moment donné, quand tu regardes une base document, très souvent, c'est assez peu typé finalement dans les bases documents. C'est quand même très souvent un gros objet JSON, si on caricature un tout petit peu. Et effectivement, avec parfois des capacités d'indexation sur certains attributs qui deviennent obligatoires. Mais là, on est quand même, on retrouve cette capacité de base de données colonne presque, qui permet derrière, j'imagine, aussi de pouvoir faire des lookups, pas seulement sur la clé, mais aussi peut-être d'aller pouvoir manipuler les données à l'intérieur de manière beaucoup plus fiable que ce qu'on pourrait faire d'une manière classique. Bah, on va avoir ouais, plusieurs axes d'interrogation, parce que alors une des particularités aussi d'Aerospike, c'est qu'il faut utiliser le client Aerospike. Ça, c'est important, puisque le fonctionnement d'Aerospike fait que quand on déploie un cluster, donc en fonction du nombre de nœuds qu'on va mettre, il va automatiquement répartir les données. Ça, c'est la manière classique, on va dire. Et il va gérer automatiquement la réplication. Par contre, on met pas de load balancer devant entre le cluster et l'application. Donc, on va D'accord, utiliser la librairie cliente qui a conscience de la topologie du cluster. Donc, elle sait par exemple que pour chaque clé où elle est hébergée, quel nœud l'héberge et quel nœud elle les réplique. Ce qui fait que pour gratter du temps de réponse, on fait ça aussi. Le client va directement adresser chacun des nœuds en fonction du besoin. Donc ça, d'accord. c'est un point qui est relativement important. Et donc ce client, bah, de la même manière, il va être capable de porter des opérations qui sont effectivement peut-être un peu plus poussées que ce qu'on fait d'habitude sur un format JSON standard. Bah, typiquement, on sait faire assez facilement des recherches de type géo. Donc si on veut indexer des positions et ce qu'on peut trouver autour, bah, c'est assez facile à faire. On va avoir du queuing qui va être aussi, bah, parce que sur des types listes, on va pouvoir faire du pop et ainsi de suite. Donc c'est assez simple à manipuler. Et on n'a pas besoin de repasser tout à chaque fois ou de connaître exactement le positionnement dans le JSON pass. Et si jamais il a bougé, on est perdu. Là, on demande à accéder au bin, on lui dit de faire une opération et ça se fait. Ça veut dire que par contre, l'utilisation des bins et donc d'un schéma un petit peu strict est obligatoire, ou est-ce qu'on peut être dans un mode mixte entre guillemets, de se dire ben voilà, on a quelques attributs obligatoires qui sont eux des bins bien précises et il faut que on fasse rentrer ces infos dans ces critères-là. Et à côté de ça, on a quelque chose d'un peu plus flexible dans lequel on peut avoir des attributs un petit peu à forme libre. Ouais, en fait, souvent, ça va dépendre des contraintes du client et du projet. Là-dessus, on va travailler souvent avec eux pour essayer de trouver le meilleur modeling qui va correspondre aux contraintes. Bah, typiquement, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un prospect qui était en train d'évaluer la possibilité, parce qu'on a une connexion Kafka. Et donc, comment réémettre directement Kafka? Il me disait, ouais, mais si je mets un bin de tel type, et ainsi de suite. Je dis, mais non, non, en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez juste un bin qui contient votre document au complet. Les données que vous avez besoin de manipuler vraiment dans Aerospike, vous les mettez dans des bins. Le reste, vous le mettez en format texte, comme ça. Et ça sera émis en format texte. Il suffit de le resérialiser quand on le reçoit, quoi, derrière. Donc D'accord. rien n'empêche, et comme on stocke tout sur disque par défaut, le mode de fonctionnement nominal est le plus intéressant autour d'Aerospike, c'est vraiment je stocke un index en mémoire et ma valeur est sur un disque. Bah, finalement, aller rajouter un JSON plus quelques données normalisées à côté,
c'est pas très, très grave, quoi, c'est pas très important. Ça a pas le même impact. Vous devez quand même avoir un format un petit peu compressé, un petit peu optimisé de manière à pouvoir, avoir, effectivement, cette performance de lookup. Heu, quand tu dis la performance de lookup, j'imagine que vous arrivez à être assez stable en termes de scalabilité et avoir quelque chose qui soit, qui se maintienne, même avec l'augmentation du volume? C'est quelque chose qui en fait, et ça pour moi, c'est quand même un facteur super différenciant par rapport à d'autres produits, existants. Si on prend le temps de regarder les choses et qu'on est très pragmatique, ce que devrait être tout bon ingénieur en informatique, c'est complètement cohérent. Grosso modo, si je prends, un modèle clé-valeur avec débordement sur disque, je vais avoir une série de requêtes qui vont, faire du cache hit et je vais avoir une série de requêtes qui vont faire du cache miss. Alors, quelle que soit la façon dont je gère mon cache miss, que j'aille chercher sur mon SGBD, que j'ai derrière, un Postgre ou peu importe, ou que j'aille, lire, parce que mon cache sait gérer des données sur disque et va lire sur le disque, finalement, mon chemin d'accès, il est pas constant. Et en fonction des requêtes que je vais recevoir, il se peut, parce que ça, c'est les joies de la nature, que je vais avoir un flux de requêtes qui vont toutes avoir besoin de données que j'ai plus en mémoire. Et donc là, d'un coup, mon système, il n'est pas du tout dimensionné pour, et il va se mettre à ralentir. Et c'est pour ça qu'on va avoir, souvent aujourd'hui, enfin, moi je vois ça quand il y avait une dizaine d'années, au milieu des années 2010, on mesurait du P90, P95 en termes de temps de réponse. Aujourd'hui, avec tous les systèmes NoSQL qui sont vraiment très répandus, on est plutôt passé déjà du P99 vraiment minimum. Et on a beaucoup même de clients prospects aujourd'hui qui ont des problèmes sur leur solution à P99, voire P9999. Ouais. 4.9, ça devient problématique et effectivement, ils ont des contraintes de SLA qui arrivent très très vite et qui veulent maintenir. À Aerospike, fondamentalement, si je résume les choses vraiment de manière assez haut niveau, mais globalement c'est à peu près ça, quand je fais une écriture, j'arrive sur un nœud, celui qui a été décidé par le hash de la clé. Je vais avoir cette clé avec quelques valeurs de métadonnées et autres qui vont être Ouais, persistées dans la RAM, et ouais. ça va être flushé sur mon disque. D'accord, OK. Et par contre, la façon dont on flush le disque et dont on manage le disque, c'est Aerospike. À part le patch cache, il y a en gros rien entre Aerospike et le disque. C'est quasiment du driver NVMe en fait, Aerospike. D'accord, on n'est pas loin du volume dédié, On est sur du dédié. On va avoir notre disque, notre espace de stockage et c'est OK, Aerospike qui va le gérer. On va OK. gérer nos blocs et ainsi de suite. Donc derrière, il y a bien sûr toute une machinerie pour claim de l'espace en cas de besoin, réorganiser les choses et tout ça. Mais globalement, quand j'écris, j'ai un pointeur en RAM qui me dit quel bloc, à quelle taille je dois lire sur mon disque. Ce qui fait que quand je fais une lecture, bah, j'arrive avec ma clé. La clé a dit au process qui manage le disque, va chercher à tel offset et prend tel nombre de bytes et je repars. Et donc ça, on le fait tout le temps en fait. Si on est dans le mode par défaut d'Aerospike, qui est pour moi le plus intéressant, ça va être constant. Donc que j'ai 40 milliards de clés ou que j'en ai 10 millions, je ferai toujours le même chemin. La seule contrainte qu'on va avoir en termes de scalabilité, c'est jusqu'à quel volume je suis prêt à tolérer de donner sur un seul nœud, parce que ça veut dire que quand le nœud tombe, bah, à un moment donné, il va quand même falloir que ça se rééquilibre et ainsi de suite. Donc ça peut être plus coûteux. Quand le nœud redémarre, ça va être plus coûteux en temps de démarrage. Combien j'ai de connexions parallèles? Parce que forcément, la machine, si j'ai 100 000 clients qui arrivent en direct, ça peut être coûteux sur le réseau. C'est plutôt ces paramètres-là qu'on va ajuster que à proprement parler, comment je gère pour être sûr que j'ai tout en mémoire. Ça, on en a plus besoin, on se soucie pas. Il y a 2 challenges, mais il y en a un qui est quand même assez qui est pas neutre, qui est la scalabilité, comment tu redistribues les choses avec des nœuds et justement quand tu montes en charge ton schéma de réplication de données, comment est-ce que par exemple, tu splits un nœud en plusieurs morceaux pour pouvoir, répartir les choses sur plus de nœuds? Donc ça, c'est une première question qui me vient à l'esprit qui est quand même un truc un peu tricky et le deuxième, c'est cette histoire de réplication. C'est-à-dire que justement, tu touchais à l'instant, tu as une failure sur le nœud nominal
où doit être la donnée. Vous avez de quoi? Vous mettez 2 réplicas? C'est le schéma classique d'utilisation d'un Aerospike, c'est un nœud nominal et puis 2 réplicas derrière qui et entre guillemets, chaque nœud étant le réplica de l'autre ou des choses comme ça? C'est quoi? Ça marche comment, en fait? Alors là, ça devient un peu tricky, effectivement, puisque on fait rien comme tout le monde. Enfin, il y a des tests Jepsen. Je pense que les gens qui suivent Big Data IDO doivent connaître Jepsen. Sur les tests Jepsen, même lui, quand il parle d'Aerospike, il mentionne bien que c'est appuyé sur aucun papier standard comme tout le monde le fait. Donc, grosso modo, ce qu'on va avoir trouvé, si on fait une comparaison avec un Cassandra va fonctionner souvent avec la possibilité d'établir une notion de quorum quand on écrit ou quand on Ouais, lit. ouais, ouais. Et donc, Cassandra va identifier le nœud qui doit porter une clé, mais ensuite va être un peu plus libre en termes, parce que même si ce nœud-là est pas dispo, je suis capable de mettre ma clé ailleurs. Et tant que je suis capable de répliquer suffisamment par rapport à ce que le client me demande à l'écriture, Cassandra va répondre. Nous, on est plus proche de Couchbase. S'il y a des gens qui connaissent D'accord, Couchbase, en termes de fonctionnement, donc Couchbase, grosso modo, quand on crée un vBucket, il y a ce qu'on appelle des vBuckets dedans, et donc les données sont réparties sur les nœuds en fonction de ces vBuckets. Donc chaque nœud va porter une partie des vBuckets. Chez Aerospike, ça s'appelle des partitions, mais c'est la même logique. C'est-à-dire que dès que j'instancie un cluster, tout cluster et tout namespace, donc le namespace, c'est l'enveloppe physique, qui a une empreinte physique mémoire disque au sein du cluster. Tout namespace va avoir 4096 partitions, quoi qu'on fasse. d'accord. Quel que soit le nombre OK. de nœuds, aucune importance. Et donc, à partir de là, en fonction du nombre de nœuds, on va répartir de manière la plus équitable possible ces partitions en primaire, secondaire et n en fonction du replication factor qu'on a donné. On va les répartir entre les différents nœuds. Un des fonctionnements d'Aerospike, là où, en fait, beaucoup de gens de la tech viennent nous voir pour deux raisons. D'une part, la stabilité des temps de réponse, c'est la capacité à être linéaire dans la croissance sur ces temps de réponse aussi. Voilà. J'ajoute des nœuds, je sais que je peux prendre tant de requêtes en plus avec le même temps de réponse. Et le gain en coût d'infra global, parce qu'on va concentrer énormément le nombre de nœuds, puisqu'on va faire de la lecture sur disque. Donc, on a beaucoup moins besoin de nœuds, on peut mettre plus gros disques derrière. Et donc ça, en fait, Aerospike va le gérer en se disant, nous, on sait qu'on peut fonctionner avec un application factor de 2, ce qui veut dire qu'on n'a que 2 copies de la donnée à un instant T. On n'a pas de D'accord. logique de quorum ou autre. On va fonctionner sur uniquement le replication factor. Par contre, une des particularités, c'est que par défaut, le client réplique. C'est-à-dire que quand je fais un put, quand je demande une écriture à Aerospike, je Ouais. vais sur le nœud principal, il gère son écriture et dans le même temps, il envoie au nœud secondaire la réplique. Et Mais il il attend acquitte l'acquittement. l'écriture dès lors que c'est écrit sur le nœud principal. Non, on attend l'acquittement de la réplique pour acquitter le tout au D'accord. client. Donc par défaut, on est entre guillemets cohérent entre les nœuds. Alors je dis bien par défaut, on reste une base AP. Ça peut faire des lectures qui sont pas à jour par défaut. On peut avoir au redémarrage d'un nœud un delete qui finalement n'a pas été mis sur le disque, donc il revient, le record remonte. Enfin, il y a des edge cases qui arrivent, mais le mode de fonctionne par défaut, c'est je réplique. Il faut que le client, dans le code, demande à la librairie de dire je n'attends pas la réplique. Ouais, OK. C'est-à-dire que là, effectivement, là où tu parlais de performance assez extraordinaire en lecture tout à l'heure, évidemment, j'imagine qu'en écriture, à partir du moment où tu as le transit réseau vers le nœud, j'imagine que c'est le nœud qui a été adressé par le client qui lui Se charge de renvoie à son tour l'information une fois qu'il l'a ouais, reçue, hein. C'est pas le client, c'est ça. le client n'envoie pas en Y vers les 2 nœuds, hein. Donc là, tu commences à avoir peut-être des performances qui diminuent et donc comme tu disais à l'instant, si tu as des besoins de performance en écriture et que tu veux prendre le risque que ce soit toujours que d'avoir peut-être un petit moment d'inconsistance, tu pourrais demander de dire: «Bon, bah, hop, je considère que l'écriture est faite dès lors que le nœud principal l'a reçue». C'est ça. Mais beaucoup des clients ne le font pas, puisque même avec en répliquant, en suivant les patterns de fonctionnement d'Aerospike, donc en restant sur Application Factor 2, dans les cas qu'on voit le plus couramment aujourd'hui, qui sont beaucoup de déploiements on-prem, on reste sous la milliseconde en temps de réponse d'écriture. Donc on est en général sur du déploiement AWS GCP. Moi, ce que je constate, c'est dans les 700, entre 650 et 800 microsecondes d'acknowledgement
entre les deux. Sur du disque, sur des instances cloud qui sont Sur les instances cloud avec NVMe et dimensionnées pour réceptionner leur évidemment, trafic, non, hein. non, on est bien d'accord, mais quand bien même qui sont toujours un poil moins performantes que des serveurs bare metal que tu aurais chez toi. Ah bah, puis surtout avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, enfin les clients les plus exigeants qu'on va avoir, ils sont rendus dans des niveaux de détail, en termes d'optimisation hardware qui sont fous, quoi. On a des gens qui attachent, un thread CPU à un channel réseau, hein. Donc, Oui, en oui, fait, la oui, donnée, oui, quand on est elle d'accord. rentre, elle va directement, elle est traitée directement. Enfin, Ouais, 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 on même est au niveau d'accord. hardware, il n'y a plus rien qui est géré. C'est un chemin, on lui dit où aller. Donc, c'est vraiment. Alors, eux, ils arrivent dans des niveaux de détail parce qu'ils ont des volumes et de requêtes et ainsi de suite. Euh, la grande majorité des comptes qu'on va adresser, enfin une grande partie, sont pas forcément à ce niveau-là. On a des comptes qui sont plus raisonnables, qui gèrent des volumes qui sont moins importants et ainsi de suite. On a effleuré un petit peu les typologies de use case que vous adressez. Alors, quand je dis effleuré, on a pris quand même ce qui est le gros du paquet, j'imagine, chez vous, parce que c'est historiquement par là que vous avez été connu, hein. C'était pas historiquement, il n'y avait pas une histoire de use case de finance de marché? Si, c'est l'origine du raisonnement. Ah, et au final, ça n'a pas été tellement utilisé dans la partie finance parce qu'ils avaient un peu peur sur le fait d'avoir des données disponibles mais pas forcément cohérentes. Ils étaient encore un peu frileux au début des années 2010. Je posais encore un peu la question. Par contre, la tech, eux, ils ont dit, c'est pas grave. Ouais. Ouais, ouais. Et donc effectivement, dans tout ce qui est RTB et autres, c'est évident que vu les temps de réponse et vu le alors pour reprendre un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement pour les gens qui connaissent pas, parce que ça nous paraît évident, mais ça l'est pas forcément. Dans le RTB, effectivement, vous recevez quand vous voulez enchérir sur des publicités en ligne, vous avez un temps très très limité pour vérifier que vous avez un profil utilisateur dans votre base qui correspondrait et qui pourrait bien fitter par rapport à cette enchère. Je résume de manière assez forte le sujet, mais donc le fait de pouvoir continuer à participer à des enchères implique que vous soyez toujours avec des temps de réponse très très importants. Donc l'histoire du temps de réponse, c'est la clé du business là-dedans finalement. Et d'où le fait qu'effectivement, les performances que vous offrez ont été vraiment plébiscitées par ce monde des enchères publicitaires historiquement. Mais depuis, vous avez développé quand même un petit paquet d'autres types de use cases. Je suis sur votre site web et ça parle évidemment de fait de pouvoir avoir des customers 360. Alors c'est encore toujours un petit peu ad tech comme sujet, euh, que vous avez aussi des use cases de type fraud prevention. Alors là, c'est peut-être intéressant de comprendre la fraud prevention tire parti de votre outil finalement. Alors, à tiers parti, de l'échelle, alors en fraud prevention, les deux use de principaux qu'on va avoir, c'est Barclays et PayPal. PayPal, en plus, il leverage le graphe. Depuis peu, ils ont pris la partie graph qu'on a autour d'Aerospike, qui est un partie graph. En gros, c'est un add-on qu'on a qui permet de comprendre Gremlin, mais qui stocke tout au format Aerospike, de manière optimisée. Toutes les chaînes de graphes sont des records Aerospike. OK. Qui est capable de faire le query traversal vraiment très, très vite et donc de pouvoir, heu, entre guillemets, même si la donnée n'est pas stockée dans un format graph chez vous, de pouvoir avoir un nombre de requêtes qui soient exécutées dans un temps très court qui fait qu'on est capable de répondre à ces requêtes de type graph, quoi. Ouais. Ouais, puis on a plein en fait, si on regarde un peu le monde graph, on se rend compte que, en fait, c'est un hop, deux hops, grand max, les trois quarts des Ouais. requêtes. Et ça, avec du secondary index bien managé, automatiquement par le graphe, parce qu'il est capable de voir les liens au moment où on insère les données. Notre API, en fait, elle va optimiser la façon dont on co-localise plus ou moins les records et des choses comme ça. Et au final, on arrive même à diminuer des nombres de hops. Donc en fait, on récupère des graphes de données et dans l'API, on va jouer le hop, mais en mémoire finalement. Donc on est capable d'avoir des réponses qui sont très bonnes. Ah Mais mais globalement, tu ouais, soulignes un truc, pardon, tu soulignes un truc à l'instant là dont on n'a pas parlé, c'est qu'effectivement, vous êtes un key value, un key value like store, mais vous avez quand même des secondary index
qui est quand même une feature quand même non négligeable. C'est-à-dire qu'un bin dont tu parlais tout à l'heure peut à son tour être indexé et avoir une capacité à être recherché. Et donc on peut retrouver un record, non pas seulement par la clé principale, mais aussi par le bin, ce qui, dans le monde NoSQL, est quand même une feature assez rare. Il y a assez peu. On parlait tout à l'heure de Cassandra. Si ta recherche, elle se fait pas au travers de la clé qui a été designée au départ, c'est un peu foutu quand même. Ouais, non, non, là, on a la possibilité de créer des secondary index. Alors après, on va rentrer dans une discussion sur la logique de dimensionnement, parce que est-ce que je les mets sur le disque, est-ce que je les mets sur la RAM, si oui, si, en fonction d'où je les mets, quel est l'espace que je vais leur réserver, ainsi de suite. Mais globalement, oui, c'est juste un problème de, vous avez de l'infra, on peut l'utiliser, consommer là pour ça, quoi. Euh, mais du coup, pour revenir au use case de fraude, si je prends l'échelle de PayPal, on parle de millions de transactions finalement tous les jours, quoi. Enfin, même dizaines de millions tous les jours. Donc le souci pour PayPal et d'autres systèmes comme de fraude, en fait, c'est qu'ils, un peu comme la tech, ils ont une contrainte de temps de réponse. C'est-à-dire que s'ils sont pas capables de taguer correctement l'élément, ils sont obligés de le laisser passer. Et donc il faut qu'ils soient capables de le taguer de la manière la plus précise possible. Est-ce que c'est frauduleux ou pas comme transaction? Et donc bah, forcément dans le meilleur des temps possible. Et donc pour ça, bah, typiquement, ces grosses boîtes, elles ont des machineries de machine learning sur Hadoop et autres qui doivent tourner autour mais qui finalement ne s'arrêtent jamais. Donc ça doit alimenter en permanence des systèmes, quasiment vraiment au quotidien. Ça refait des écritures, ça fait mettre à jour. Et donc très souvent, le modèle qui est mis en usage, c'est j'ai une transaction qui arrive. Cette transaction, je vais aller récupérer un modèle de scoring, donc avec une série de paramètres qui va me permettre de pondérer ma transaction en fonction du contexte de la transaction. Et donc c'est ce contexte qu'on va aller chercher en mode clé record le plus vite possible pour pouvoir faire le scoring le plus rapidement possible. Et ensuite, je vais enregistrer ma transaction le plus rapidement possible pour qu'elle soit réémise vers les systèmes d'entraînement. Et du coup, on va réaffiner en permanence ces modèles. Et donc, on écrit, on lit en boucle par rapport à un historique de transaction et on score le plus vite possible. La petite particularité de PayPal, c'est qu'ils ont rajouté en plus que le modèle, en fait, ils l'ont enrichi sur différents niveaux. Et donc, c'est là qu'ils leverage le graphe. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller simplement chercher un contexte avec son modèle, ils prennent en fait plusieurs grappes de modèles pour réassembler le vrai modèle de scoring à la fin en gérant le graphe, en disant bah c'est Nicolas d'Aerospike et là il utilise son téléphone dans tel pays et ainsi de suite. Donc en fonction du pays et des choses comme ça, les pondérations vont évoluer de manière un peu plus fine, quoi. Et donc pour eux, ça, enfin, grosso modo, le fait de passer sur un Aerospike aujourd'hui avec garantie de temps de réponse et ainsi de suite, en vrai, on parle de plusieurs millions par an qui sont économisés parce que c'est des vraies transactions qui sont mieux scorées, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, à un moment donné, s'ils sont pas capables de trouver une réponse à mettre en face de telle transaction pour la scorer, bon, ben, ils la laissent passer et puis avec le risque que ça comporte, quoi. Donc là, C'est ça. effectivement, le fait de pouvoir, dans le délai imparti, au même titre, on revient sur le même débat que sur la tech, s'ils sont pas capables d'enchérir dans le délai imparti, ils n'y vont pas. Et c'est potentiellement du business qui s'échappe. Donc là, il y a effectivement ce truc-là. Et alors après, tu disais, tu parlais tout à l'heure, effectivement, alors peut-être que tu as des ordres de grandeur par rapport à d'autres solutions sur le fait de réduire la taille d'infrastructure nécessaire pour répondre à un use case. C'est aussi un autre driver super intéressant parce que quand tu regardes dans certaines bases de données, la taille de cluster qu'il faut mettre pour arriver à couvrir un use case avec les réplications et tout ce qui s'ensuit. Tu te dis, bah, souvent les clients disent: «Oh là là, mais attendez, on peut pas se permettre d'avoir, de 15 serveurs pour faire ce qu'on veut faire, quoi», Bah, ouais, alors là-dessus, j'inviterais les gens à aller voir le replay de Devox de cette année. Il y a une co-présentation Criteo à Aerospike, où je suis sur scène et où j'explique aux gens comment avoir un badge de speaker en parlant de moins de 3 minutes. Parce que c'est Peter Goron de Criteo qui fait toute la presse, en fait, vraiment. Et parce que ça me semblait pertinent. En fait, les chiffres sont tellement fous à l'échelle de Criteo
y compris dans la réduction du nombre de Ouais, machines. Ils passent de 3000, un peu plus de 3000 Beckham, Couchbase, même cache, à 1000 Aerospike en fait. Sachant que dans le même temps, ils ont fait quasiment x3 sur le nombre de requêtes par seconde qu'ils doivent délivrer. Donc ils ont diminué par 3 l'infra pour faire x3 sur le QPS. C'est des chiffres qui sont tellement dans des échelles un peu folles. ouais, Euh, voilà. Criteo, que c'est compliqué à appréhender, donc je préfère que ce soit lui qui le dise que moi sur scène. Avec un t-shirt Aerospike, ça fait toujours bizarre. Mais pour des échelles plus communes, on a eu récemment un cas qui est super intéressant, qui est TomTom. Alors pour moi, TomTom, c'était les boîtiers de GPS qu'on avait dans les voitures à l'époque. Je pensais que c'était un peu mort comme boîte, Ouais, ouais. mais pas du tout. En fait, ils fournissent à peu près toutes les grandes marques automobiles aujourd'hui, donc tout le groupe Stellantis, BMW, D'accord. Mercedes, tout ça. Donc quand on utilise le GPS interne du système de la voiture, c'est TomTom. Toutes les infotrafics et tout ça, c'est TomTom. Et donc en fait, ils ont à certains moments de la journée, ils ont 20% du trafic mondial de voitures et tout ça qui réémet de l'information vers eux. Et on pourrait se dire que c'est fou en termes de chiffres, mais en fait, non, c'est des pics à 12 000 écritures, 12 000 lectures à la seconde. C'est pas des volumes à des millions ou des choses comme ça. Pour autant, un des problèmes qu'ils avaient, c'est que bah, ils faisaient principalement fonctionner ça sur du Redis. Et pour différentes raisons, ils avaient plusieurs clusters. Et ils en avaient 14 à peu près. Et c'était un truc genre, il devait y avoir 40, 48 machines différentes. Parce que finalement, chaque microservice, entre guillemets, était adressé avec son cluster Redis ou son Redis derrière. C'est un peu, euh, c'est un peu mon cheval de bataille des fois quand je parle des grands comptes. C'est de leur dire, mais regardez combien vous avez de Redis en vrai. Parce que souvent, on en Ouais, met un ouais, peu ouais. partout. Et si on fait le détail, on se retrouve vite à avoir des tonnes de machines. Et là, bah, finalement, ils avaient pas mal de problèmes en plus. C'est-à-dire que, alors, pas forcément des choses très compliquées, mais quasiment tous les 2 jours, les ops devaient faire une intervention sur Redis parce il y avait un cluster qui était en vrac, il y avait un nœud qui était plus disponible, il y avait des temps de réponse qui se mettaient à patiner. Autant des fois, c'était des interventions, ça dure 3 minutes, le gars il se connecte, il lance une commande parce il sait faire et puis c'est reparti. Autant des fois c'est plus long. Mais tous les 2 jours, il y a un ding, en gros, en moyenne, c'est ça. Il y a un ding et le gars il doit intervenir sur le serveur. Donc tout ça cumulé faisait qu'ils ont commencé à se poser des questions et donc ils ont évalué Aerospike. Et on est passé à un cluster de 3 nœuds, 24 vCPU au total. Donc c'est 3 machines de 8 vCPU. Et Hmm. on délivre La le même chose que niveau, une cinquantaine de machines au départ, quoi, c'est ça. c'est ça. Donc c'était 160 et quelques vCPU, on est passé à 24. Donc en termes de coût d'infrastructure, on a même sur des petits use cases, on a des réductions et des consolidations qui sont intéressantes. Et ils ont surtout, ça c'est le point que moi je check régulièrement avec le sales qui s'en occupe et les équipes support, c'est est-ce qu'il y a eu des incidents chez eux? Parce que depuis qu'ils sont passés sur Aerospike, il y a eu 0 incident. Ils ont eu aucun incident de prod lié à Aerospike. Donc il n'y a aucun nœud qui est tombé, il n'y a eu aucune défaillance, le système a continué de fonctionner quoi qu'il advienne. Ouais, ouais. Alors ça c'est clairement un truc qui parle pour vous. C'est qu'à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un qui avait utilisé Aerospike, il me disait moi on m'empêche de l'utiliser, je me barre. C'est stable, c'est incroyablement stable en Ouais, fait. ouais, ouais. Mais c'est même problématique des fois, parce que bah, la boîte est petite, hein. On est 250, 300 au niveau monde, un truc comme ça. En Europe, alors en prenant IMIA, on a une grosse activité en Israël parce que il y a beaucoup de startups qui ont des volumes et des contraintes de vélocité qui sont assez importantes. Ça a très bien marché. Ils doivent avoir une trentaine ou une quarantaine de clients en Israël. Enfin, en gros, c'est dans le pâté de maisons autour du bâtiment où ils sont à Tel Aviv. C'est pas vraiment Israël, mais bon, voilà. C'est un fonctionnement un peu différent, mais voilà, ils ont pas mal de comptes. Mais on doit être peut-être 12-15 à tout casser en IMIA. Moi, je suis le premier solution architect en France. Je couvre quasiment toute l'Europe, grosso modo, puisque celui qui était là avant moi, qui était au UK, maintenant s'occupe plus d'autres choses, même s'il en couvre encore quelques comptes. Mais voilà, on n'est pas très nombreux, et parce qu'on n'a pas forcément de gros besoins. Oui, il On a faut que le des- produit marche. Quand tu as une petite équipe comme ça, il faut que le produit fonctionne correctement parce que sinon si tu as trois clients qui ont des problèmes en même temps, tu vas avoir du mal C'est ça. à résoudre les trois problèmes de front, quoi. Donc, Il n'y a pas besoin d'avoir des solution architectes comme moi qui maillent le terrain pour être sûr de pouvoir parler aux clients, pour faire un peu brossage de poils et faire patienter. L'équipe support, c'est même pas 10 personnes au niveau mondial. Et quand on a des clients qui nous envoient des fois
On a des anciens clients qui nous disent, bah tiens, j'aimerais bien avoir une analyse de mon cluster parce que ça fait longtemps qu'il tourne et tout. Et en fait, moi aujourd'hui, je suis presque dans l'incapacité d'analyser les données parce qu'ils m'envoient des trucs d'une version 3, quoi. Alors qu'on est en version 8, là, ça fait 8 ans que ça tourne. J'ai plus les outils, quoi. Attention, les papis vont parler. Vous êtes un peu l'AS400 de la base NoSQL quand même. Ça marche super bien et on oublie même qu'on en a une, quoi. Alors, après, il y a des cas, on va pas se Non, mais mentir, il y bien a des sûr. problèmes, il y a des trucs, ça dévisse. Mais dans la majorité des cas, quand les gens ont bien dimensionné le cluster et ont bien compris comment fonctionnait Aerospike, ça bouge pas, quoi. J'imagine bien que là tu parles de Criteo et du fait que euh, la personne de Criteo est venue présenter avec toi, qu'ils étaient très heureux. Connaissant Criteo, il y a dû avoir des moments compliqués chez eux à un moment ou à un autre, quoi. Puisque évidemment, et évidemment que quand tu as des gens qui ultra sollicitent le produit, qui l'emmènent dans ses retranchements, il y a des moments plus compliqués que d'autres. Mais globalement, moi, j'ai toujours entendu dire, non, non, attends, on n'a pas besoin de faire des circonvolutions pour faire rentrer le truc, pour faire pour faire des hacks, pour faire que ça passe, machin. C'est vraiment que le produit est vraiment prévu. Alors, ça nous vient peut-être à la question, quand est-ce qu'il faut surtout pas l'utiliser? Oh là, alors il y a plein de cas. Dès qu'on va vouloir faire du requêtage un peu complexe, du requêtage ad hoc, bah, ça reste une base NoSQL. Le requêtage ad hoc, il y a quelques outils qui essayent de le proposer, type Couchbase, Mongo, qui ont des systèmes de requêtage un peu avancés. Qui ont fait un SQL au-dessus de la Ouais, base, voilà, mais on sait ce que ça vaut à un moment donné. Voilà. voilà. Nous, je sais qu'on a un connecteur Spark qui est utilisé pour les gens qui veulent faire un peu de machine learning, tout ça, donc ça marche plutôt pas mal, mais parce que de toute façon, ils savent que ça va mettre plusieurs minutes, voire heures à tourner de toute façon. Donc, ils sont pas dans l'attente. Donc, du coup, l'idée, c'est plutôt que ça va attraper des gros volumes de records et qu'on va en sortir un paquet d'un coup du cluster. Et on va faire ça plusieurs fois et c'est Spark qui va gérer son truc. Mais tout ce qui va être de l'outillage type analytics, vraiment pur, c'est pas pour nous, quoi. Honnêtement, Ouais, voilà. ça n'a aucun sens, quoi. C'est pas Euh, fait pour ça. Et d'ailleurs, par extension de ce sujet d'outillage analytics, qui est quand même une finalité, on peut imaginer qu'à un moment donné, prenons le cas de figure de TomTom tout à l'heure, dont tu disais qu'ils avaient toutes les infos trafic et ainsi de suite qui remontaient dans la base, et à un moment donné, ils veulent peut-être pouvoir faire des analyses, du prédictif par rapport au trafic qu'il va y avoir la semaine prochaine. Enfin, tu vois, bon, plein de use cases. Et tout à l'heure, tu disais que vous aviez en alimentation la possibilité de consommer un topic Kafka pour venir alimenter Aerospike. C'est quoi les bridges qu'il peut y avoir avec d'autres environnements, justement pour pallier à ce besoin analytique? Allez, je vais le dire très simplement. Si je veux sortir vers une base de données ou vers des fichiers parquets pour faire de l'analytique, mais ce qu'il y a dans ma base Aerospike, c'est quoi le meilleur moyen de le faire, quoi, finalement? alors, ça va dépendre de ce qu'on veut faire à proprement parler, mais grosso modo, un cas qu'on a très très souvent, parce qu'aujourd'hui Kafka c'est un peu partout, on a un connecteur Kafka, donc qui sait recevoir, mais qui sait aussi émettre. Donc D'accord. dès qu'on a un changement, il émet ça directement. Donc ça, c'est le cas. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui d'aller parler à un prospect ou un client qui n'a pas un Kafka quelque part. Donc c'est direct, on fait ça. Peut-être que demain ils seront tous sur Red Panda, je n'en sais rien, mais en attendant, ça sera du Kafka connecteur quand même, donc ça changera rien. L'autre cas qu'on voit assez régulièrement, parce qu'en fait, Aerospike fonctionne il y a un petit utilitaire qui s'appelle XDR, qui est un outillage qui permet en fait de faire de la réplication longue distance, asynchrone. Je me souviens de ça. Ouais. Donc, en grosso modo, j'ai mon cluster, on va dire, je l'ai hébergé à Dublin chez AWS et j'ai mobilisé les 3 AZ. Donc, c'est bien, je suis résilient à la perte d'une AZ, je veux être résilient à la perte d'une région. Et ben là, je vais pouvoir mettre les données de manière asynchrone à Francfort avec la même topologie, mes 3 AZ et tout ça. Mais c'est XDR qui se charge de faire le bridge entre les deux. Et petite particularité, c'est qu'on peut même rendre les deux actifs et puis on fait du XDR dans les deux sens. Alors, c'est rigolo, c'est joli sur le papier, mais à un moment, faut être sûr de ce qu'on fait au niveau applicatif parce que dès qu'il y aura un conflit, il y en a qu'on va pouvoir résoudre automatiquement,
Mais bon, c'est avec des règles en général sur le last stop dead time ou des choses comme ça. L'actif actif, c'est toujours un truc, Voilà. qui peut rapporter Faut être, 36 fois la mise, hein, quand même, en termes voilà, c'est ça. d'emmerdement, hein. Faut Ouais. être sacrément solide sur les appuis avant de Mmh. s'y lancer. Donc moi, voilà. Mais on sait faire du XDR et en fait, la mécanique qu'on a avec XDR, c'est plus ou moins un CDC. Donc en fait, si on sait D'accord. intercepter le streaming, bah, on va pouvoir. C'est la base du Kafka Connector. Hein, c'est Ouais, ouais, on ouais, bien émet les sûr. changements. Et donc là, on a des gens qui, eux, interceptent directement le flux en mode CDC et qui vont permettre de le redistribuer partout sans passer par un Kafka intermédiaire. J'ai discuté il y a 3-4 mois avec quelqu'un qui le fait vers du ClickHorse, par exemple, en natif. D'accord. OK. Donc Donc ils ont, typiquement, ce type de ouais, use case, si vous voulez commencer à faire du where, des jointures, des machins, des trucs comme ça à partir de cette donnée, OK, bah, très bien. Faites ce genre de choses-là. Déversez les updates qu'il y a sur votre Aerospike vers un produit qui est fait pour faire ça. Mais n'essayez pas de mettre votre tableau sur Aerospike, ça se passera pas bien. Ça se passera même pas du tout, je pense. oh, il y a des connecteurs, il y a des trucs, mais après c'est pas adapté quoi. C'est pas fait Hein, pour ça, puis quoi. moi le modèle, enfin voilà, ça fait, comme je le disais en intro, ça fait 25 ans que je fais de l'IT principalement sur de la base de données et de la perf. Et le truc HTAP, on en entend parler depuis, je crois que Mmh. depuis que même Mmh. avant même que je sois vraiment là-dedans en tant que pro, on en entendait déjà parler et ça n'a jamais marché. Le seul truc que je vois qui est plus ou moins capable de le faire, au final, c'est une usine à gaz en termes d'archi. Parce qu'il y a des stockages de données, mais il y a des stockages de données pour l'analytics avec des moteurs, des engines différents. Donc au final, pour avoir un cluster, on se retrouve à déployer 45 serveurs pour pouvoir gérer les différents use cases. Vous avez un modèle qui est basé sur du licensing, mais pas que. J'ai vu sur votre site web que vous aviez aussi de la distribution via le cloud et puis tu me disais tout à l'heure que, bah, oui, mais il y a aussi une version communautaire qui a évidemment ses limitations. C'est ça. Donc Heu, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs modèles de consommation. ouais. Le licensing, il est basé sur le nœud, c'est ça? Ou sur un cluster? C'est sur une taille Non, de non, non. Alors moi, je suis vraiment partie tech. En général, je laisse les sales se parler de ça. Je ferme mes oreilles, je veux rien savoir. Mais grosso modo, non, on n'a pas une logique au nœud parce que ça n'a pas de sens dans le contexte d'Aerospike. Nous, on facture le volume de données unique. Donc, c'est-à-dire que si je mets un replication factor 2, 3, 5, je m'en fiche. C'est la donnée primaire que je fais rentrer. Et c'est uniquement ce volume qui compte. Que j'ai un nœud ou 25 nœuds, ça change rien dans mon cluster. C'est combien je stocke de données. Ouais, ça a l'énorme avantage que tu auras pas de dégradation de performance pour passer un cran en termes de licence. C'est-à-dire que parfois, tu vois C'est effectivement des produits qui marchent très bien. Pour continuer à garder les mêmes performances, il faudrait mettre un nœud supplémentaire et on dit: «Bah, attends, je vais pas payer une licence supplémentaire», donc les performances se dégradent. Donc ça, au moins, vous êtes prémunis de ce truc-là, ouais, ce puis qui est quand c'est même vachement bien. le gros truc qu'on a aussi, je trouve qui est, de mon point de vue, assez intéressant, c'est on fait payer, on facture que l'environnement de prod. Le hors Ah oui, prod, il est d'accord. déjà, OK. voilà, si les mecs ils veulent avoir 5 clusters de dev, allez-y, faites-le. C'est pas, enfin, vous paierez l'infra, c'est pas mon problème, quoi. Mais voilà, on va pas facturer de la licence de dev ou des trucs comme ça c'est pas important, quoi. On a deux approches pour le cloud. On a ce qu'on appelle Aerospike Cloud Managed Service, un CMS, un truc bien long. Où en gros, c'est des gens d'Aerospike, c'est la même équipe que l'équipe cloud, hein, grosso modo, mais qui vont piloter un cluster dans l'infra d'un client. Donc le client, il a son D'accord. AWS, il a son GCP, et c'est des gens de Aerospike qui ont des accès sur les machines Aerospike pour aller déployer le cluster, s'assurer qu'il va bien, faire les mises à jour et tout ça. Donc ça demande pas mal de contrôle sur les autorisations, tout ça. Au niveau légal, en général, il y a un peu de conversation et tout. Par contre, il y a beaucoup de clients enfin, les clients de ce truc-là, en général, ce qu'ils aiment bien, c'est que l'infrastructure reste chez eux. Ouais, c'est sûr. Et ils en Ouais. sont maîtres. Et ils sont Mmh. maîtres de cette infrastructure. Et si demain ils décident je dis n'importe quoi, ils sont chez AWS, ils décident de basculer chez GCP, euh, ils sont maîtres de ce choix-là. Ils vont juste demander aux gens de chez nous de dire, bah, vous nous aidez pour faire la bascule. Voilà. Alors qu'à partir du moment où c'est en cloud, bah là, on va se mettre dans une région et c'est des infrastructures propriétaires Aerospike. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le début puisque
avec toutes les particularités de fonctionnement qu'on a, que ce soit sur les machines, que ce soit sur la connectivité des clients et ainsi de suite, bah, effectivement, c'est un peu plus compliqué que la moyenne, on va dire, de mettre ça en place dans une offre vraiment DB as a service. Donc on commence, c'est pas encore JL de mémoire, c'est encore sous private preview. Par contre, si un client, enfin, ou si un prospect vient nous voir et qui nous demande, on va travailler avec lui, on va lui donner les accès s'il a besoin. Mais Ok, c'est vraiment le démarrage sur cette partie-là. Et on a peu, même si aujourd'hui, je pense qu'on va avoir de plus en plus de demandes puisqu'on commence à avoir des clients un peu plus comme TomTom, voilà, des choses un peu plus raisonnables qui sont du domaine du compréhensible. Souvent, voilà, c'est difficile. Quand on a Criteo qui parle, c'est super. Mais dans les 90% des gens dans la salle, ils comprennent rien qu'aux chiffres. Les chiffres sont trop importants, c'est pas quelque chose qu'on connaît, qu'on voit. c'est évident. Moi, je me souviens d'avoir eu des talks de Crideo sur leur usine d'analytique, parce qu'ils avaient vraiment une usine à mettre à scheduler les analytiques, les scénarios analytiques qui tournaient dessus. Fallait faire preuve d'un niveau d'abstraction pour comprendre les enjeux auxquels ils avaient été confrontés, puisque effectivement, c'était mais tellement loin, tellement loin, tellement loin de ce qu'on pouvait vivre au quotidien, qu'à un moment donné, de toute façon, c'était quelque chose Ouais, ouais. d'impensable, quoi. Donc effectivement, Mais là, il y a c'est intéressant effectivement quand d'avoir des clients qui soient de taille plus proche que la globalité du marché, heu, aussi, quoi, effectivement. bah, c'est ça, là, il y a pas longtemps, on a un client aux États-Unis, bah, quand, avec la présidence Trump, l'annonce des droits de douane et tout ça, bon, ils font du financier. Ça a mis un peu le même marché, en éveil et il prenait plus de 15 millions d'appels à la seconde sur un cluster, qui était pas excessivement gros, qui est pas normalement dimensionné pour les prendre. Et d'un coup, ça s'est monté à 15 millions, mais c'est pareil. Alors, c'est bien de communiquer 15 millions à la seconde, mais dans la réalité du monde aujourd'hui, qui a une base de données qui gère Ouais, 15 millions d'appels par seconde, ouais, quoi? voilà, heu, c'est sur l'IoT, vous avez peut-être des choses, enfin, on n'était pas loin de l'IoT en parlant de TomTom, mais sur l'IoT, vous devez avoir des gens, je pensais sur ces rates de millions d'events par seconde, effectivement, sur les bases IoT, on peut voir parfois des rates qui soient à ce niveau-là. Vous devez peut-être avoir un petit peu Ça de commence. sollicitation là-dessus, ouais, effectivement. Ça commence puisque, alors l'IoT, c'est un peu particulier puisque il y a beaucoup de edge dans l'IoT. Ouais. Au final, on a des Ah oui, millions d'appels à la seconde, mais d'un point de vue centralisé. Pas forcément, j'ai discuté, quand j'étais à Devox avec quelqu'un de Toyota et qui m'expliquait qu'en fait, il y a des millions et des millions de données, mais fondamentalement, c'est par usine. Quand on découpe par usine, bah, il y en a plus tant que ça. Heu, donc c'est des mécaniques et par contre, là, on commence de plus en plus à le voir parce que même au niveau du edge, bah, aujourd'hui, on a des usines, des bâtiments, des choses comme ça qui fonctionnent et de manière pilotée. Je sais qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont entièrement pilotés sur les volets, des niveaux de clim, des lumières, des choses comme ça. Et donc, ça reçoit des transactions en permanence, des informations de milliers de capteurs dans le bâtiment. Et ils ont un problème principalement d'être capable d'appliquer les modèles de calcul sur le volume entrant en direct, ce qui est un peu compliqué. Et du coup, un peu, ça crée des problèmes de stabilité sur le système qui est souvent hébergé dans les sous-sols. Donc, ils ont des mini décès dans les sous-sols. Et donc du coup, c'est l'idée là, c'est de se dire, bah finalement, Aerospike, bah c'est stable, ça va fonctionner. Oui, votre nombre de requêtes, on va le faire, vous inquiétez pas. Maintenant, c'est, je suis en train de préparer une présentation là-dessus, où justement, comment on fait du mini cluster en Edge et comment on est capable justement via les mécaniques Kafka de tout rebalancer en centralisé vers les modèles analytiques qui peuvent ouais, réalimenter localement derrière le système. ouais, parce que là, oui, effectivement, j'allais dire, bah, tu utilises XDR, mais en fait, non, XDR serait la réplication sur un autre cluster qui serait en centrale, alors que oui, effectivement, avec Kafka, tu pourrais consolider sur un cluster plusieurs instances qui seraient en local. Tout à l'heure, on parlait de la notion de namespace. Sur un serveur, il peut y avoir qu'un seul namespace, ou est-ce qu'on pourrait s'imaginer séparer en plusieurs entités logiques un même serveur? Alors honnêtement,
comme ça sorties de la tête, je vais pas te donner les limites parce qu'elles sont. Mais oui, non, tu peux avoir plus d'un namespace par cluster. Ça, c'est pas un problème. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le namespace, comme je disais, c'est une empreinte physique. Donc, il a une allocation mémoire, il a une allocation disque. Et donc, mécaniquement, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on veut mettre un namespace supplémentaire, ça veut dire rolling a restart de l'ensemble du cluster pour qu'il prenne en charge ce nouveau namespace. Donc, suivant les use cases, ça peut être pertinent parce qu'il y a une isolation forte de la donnée. Après, à l'intérieur du namespace, parce qu'on parle de clé record avec mes beans, mais en fait, chaque clé et série de beans, c'est attaché à un set qu'on pourrait comparer un peu à une Ah, table. bah voilà. Et ça, par contre, on va pouvoir, les sets, c'est dynamique. Donc, c'est à l'intérieur d'un namespace, on a les sets qu'on veut. Et pour des use cases où on va chercher à faire beaucoup de consolidation, là, j'ai un use case en tête en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie, du coup, République tchèque maintenant, qui cherche justement, ils étaient utilisateurs communautaires, ils passent sur une version enterprise et on propose de consolider pas mal de clusters qu'ils avaient dans un seul. Euh, et donc là, l'idée, c'est de gérer ça par set, parce qu'ils ont pas mal de use cases qui doivent arriver. Et donc, pour éviter de faire des restarts en boucle des clusters, ils vont faire des sets, parce qu'on peut y adosser la notion de airbag. Et donc, on va D'accord. pouvoir avoir Ok. un utilisateur qui a accès en lecture-écriture à un seul set. Donc, finalement, dans le même cluster, je peux consolider plusieurs services en leur mettant leur configuration username, password, et je suis sûr qu'ils verront que leurs données. Ok. Ok. Excellent. Excellent. C'est quand même bien riche et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ce genre d'épisode me donne. Je regarde en même temps qu'on se parle votre site web et me donne l'envie d'essayer. Mais on y Il reviendra faut juste essayer. après. Ouais, ouais. Il y a eu récemment, on a parlé de pas mal de features, mais tu soulignais effectivement lorsqu'on préparait cet épisode qu'il y avait eu pas mal de changements et des nouveautés dans le produit dans les dernières versions et qui sont notamment. Alors, on a un petit peu parlé de la consistency. Il y a des choses là-dessus. Tu avais aussi souligné qu'il y avait, bon, connecteur Kafka, on en a parlé, et qu'il y avait aussi c'est une notion de transaction qui s'était améliorée. Si tu veux, on peut revenir un tout petit peu là-dessus. Alors, donc Aerospike fonctionne sur deux modes. Le mode dispo, donc AP, en gros, pour les gens qui ont le théorème de Cap en tête. Et on a un mode qu'on appelle Strong Consistency. La différence majeure qu'il va y avoir, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en mode AP, on réplique, mais on peut débrayer la réplique, et puis il peut se passer des use cases où le disque n'a pas encore géré les choses correctement, et ainsi de suite. Le mode Strong Consistency, il va vraiment appairer des nœuds entre le responsable de la partition, ça ou ses répliques. Il va vraiment les appairer de manière forte. Et on va avoir un fonctionnement qui va garantir finalement qu'on a une majorité stable dans cet appairage pour dire si je peux servir une lecture ou pas, ou une écriture Ah en cas de oui, défaillance d'un nœud. Donc on d'accord. va garder notre fonctionnement nominal, mais en cas de défaillance, on a vraiment des mécaniques qui deviennent beaucoup plus strictes et beaucoup plus complexes pour garantir ce qu'on va fournir ou pas, et potentiellement, on va dire, on n'est pas capable de fournir une lecture à un instant T. Donc un des dérivatifs de ce mode Strong Consistency, c'est depuis la version 8, donc c'est très récent. Alors même si ça a demandé 2 ans de boulot, c'est très récent. On a ce qu'on appelle donc du multi-record transaction. Donc là, on est vraiment dans une logique acide où je fais un begin transaction. Je vais faire D'accord. des lectures, des écritures, et à la fin, je commit. Et donc, si je fais un commit, soit tout passe, soit rien ne passe, tout simplement. Et donc, si rien ne passe, je fais un rollback et je peux retry ma transaction et ainsi de suite. Et donc, on va gérer le niveau d'isolation dans la site de manière excessivement forte sur Aerospike. Si les gens vont sur le site de Jetsen, il y a l'arbre des niveaux d'isolation et en fait, on est strictement serialisable. Ça, on est tout en haut, quoi, par défaut. Ouais, ouais, donc ça veut dire que là, sur des use cases où il y a une notion de transaction et de contrepartie de la transaction, de choses comme ça, on est capable de faire ce genre de choses-là et donc d'avoir à la lecture suivante la certitude qu'on a des choses cohérentes au sens, Ouais. au sens métier de la chose, quoi. Donc c'est vachement bien ça, de ce point de vue-là. Puis on a aussi, alors ça a été beaucoup poussé par des acteurs financiers qui utilisaient de plus en plus Aerospike et qui Ah voulaient oui, bénéficier de la performance sur d'autres use cases métiers. Et donc
techniquement, on a aussi le fait que, je prends un cas tout bête, un exemple tout bête de transaction qui se déroule sur un système distribué, parce que bah, gérer une transaction déjà sur un système monolithique type Oracle ou autre, c'est pas si simple que ça quand on veut gérer correctement le niveau d'isolation. Euh, donc dès qu'on distribue, ça devient pire. Euh, La transaction en distribué, ça reste quand même un truc qui souvent relève de la magie noire quand même, hein. On va être Ça clair demande des là-dessus. mécaniques. Ouais, bah après on a les principes. On va avoir souvent du two-phase commit si on prend. Alors que si j'essaie de remobiliser ma mémoire à moi, mon disque dur là, mais qui est pas dans SSD. De mémoire sur Oracle, c'est du Golden Gate avec du Maximum Protection, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, j'ai instances Oracle ou deux clusters Oracle, chacun dans un data center, avec une réplication Golden Gate, et je garantis que le commit est fait dans la deuxième zone. Je reviens, je commit, et je vais rechecker si c'est rien passé. Et une fois que tout le monde est d'accord, on peut repartir. Donc ça, c'est très lent. Depuis quelques années, alors ça doit faire une bonne dizaine d'années au moins, on a le papier Raft qui est sorti, qui a rendu ça beaucoup plus accessible que Paxos, parce que l'algorithme Paxos, c'était le début de Cassandra, hein. Cassandra fonctionnait en Paxos sur les quorums, mais c'était excessivement verbeux, excessivement complexe à vraiment bien implémenter sans qu'il y ait de faille. Parce que finalement, sur le papier, c'est propre, mais à implémenter, c'était notre histoire. Oui, oui, oui. Là où Raft est devenu ultra simple, puisque Raft, finalement, le principe, c'est un peu le même fonctionnement qu'Aerospike. Quand on fait Raft, finalement, on a un nombre de réplicas, au minimum de 3, parce que ça doit forcément être impair, et on a un principal. Et c'est lui qui doit gérer les lectures-écritures sur le record, et donc c'est lui qui synchronise avec les autres s'il peut valider son écriture ou pas, s'il a atteint son quorum ou pas. Et après, il y a tout un tas de mécaniques pour la gestion des clocks et tout ça qui fait que c'est vraiment stable. Donc sur Aerospike, voilà, on a un autre système de nouveau, ni Raft, ni Paxos, ni tout ça. Comme on a un fonctionnement qui est bizarre sur le disque et sur la mémoire et ainsi de suite pour garantir les temps de réponse, on essaye toujours de coller le plus possible à ça. Et donc on a un truc qui fonctionne, hein, ça a été testé, on continue d'appliquer des tests Jepsen dessus, donc voilà. Ça a passé les tests. Maintenant, effectivement, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais globalement, en termes d'usage, usage applicatif, je fais un begin transaction, je fais des get, des set, et à la fin, je commit ou je rollback, quoi. Ou je retry. J'ai le droit de Ouais, retry ouais. aussi. Et on va éviter surtout tout ce qui est concurrence d'accès. Et donc, un exemple très courant sur les systèmes distribués, c'est j'ai de l'argent sur un compte épargne Ouais, ouais. et je le vire sur un compte courant. Mais dans le même temps, j'ai un système parce que j'ai ma femme, par exemple, qui est à la banque pour négocier un achat immobilier. Et j'ai le système de contrôle de solvabilité qui doit être capable de voir l'ensemble des écritures, quoi, pour garantir que mon volume d'argent disponible, il est ce qu'il est à un instant T au moment où je fais le contrôle. Et donc ça, bah, typiquement, quand on est sur deux systèmes qui potentiellement sont pas en train de c'est les mêmes choses, ça peut être compliqué. L'avantage, c'est que comme on a cette logique d'avoir des partitions avec des records qui sont les principaux, en fait, des nœuds qui gèrent de manière principale la donnée, ça simplifie un peu la chose. Même si c'est pas simple, ça simplifie les choses globalement. Donc on va avoir toute cette logique qui apparaît et qui permet d'ouvrir le champ des possibles, puisque finalement, dans un même cluster, je peux avoir des namespaces qui sont complètement en mode AP et d'autres namespaces qui vont être, eux, en Ouais, mode d'accord. cohérence forte sur lesquels je vais pouvoir faire ça. Et donc on va avoir des facilités de fonctionnement. OK, excellent. Écoute, c'est passionnant tout ça. Hem, pour nos auditeurs, on va leur mettre le lien, je pense, de la conférence, que tu as fait Ouais, avec l'ITO là, sur ADVox, parce qu'à mon avis, ce sera pour aller plus loin, avoir vraiment un retour de ce qui est d'un projet mené chez un client et en plus, entre guillemets, «à très large échelle». Donc préparez-vous, généralement les talks qui parlent de ce qui se passe chez Criteo sont des trucs assez édifiants. Mais n'essayez pas de refaire ça chez vous parce que vous risquez de des cascadeurs heu, professionnels ce entraînés. sont des cascadeurs professionnels. Mais tu sais, c'est toujours je dis à mes clients, je dis toujours: «Attention, les histoires de data, c'est un peu comme le vélo. Si vous essayez d'utiliser les vélos des coureurs du Tour de France et que vous êtes un simple mortel comme moi, vous risquez de vous faire très mal».
et de pas aller bien loin. C'est pareil pour la data, c'est-à-dire que si vous essayez de faire ce que LinkedIn, Meta, Criteo ou autres font, vous risquez d'avoir un outil assez inadapté par rapport à vos besoins. Par contre, ça permet de vous savoir que ce que vous faites comme choix peut vous emmener très loin. Et ça, c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce genre de talk. Et tu me disais, quand on préparait cet épisode, que pour commencer, effectivement, tu avais fait un petit, get started qui est dans un GitHub. Donc vous trouverez ce lien dans les show notes de l'épisode. Et puis, ben, en regardant votre site, j'ai vu que vous aviez quand même, une section documentation, une section, académie qui est assez bien fournie, donc qui permettent quand même, de démarrer. La version communautaire, évidemment, a des limitations et a des features qui ne sont que dans la version payante, mais permet, de mémoire, hein, moi, de ce que j'en avais utilisé, d'aller déjà très, très loin en termes de performance, en termes de plein de choses. On va pouvoir avoir les perfs, du moteur normal, en fait. C'est plus sur des volumes, sur de la stabilité de cluster, sur du restart, des choses comme ça qu'on va avoir des améliorations. Donc c'est quand même déjà un très bon point de départ. Et puis vous ferez votre propre avis sur le produit. Hem, Bah, écoute, Nicolas, je suis ravi d'avoir enregistré cet épisode. C'est un bon, on est à la fin de l'été, c'est le redémarrage de la nouvelle saison, C'est ça. et donc ça me fait bien plaisir d'avoir démarré par ça, d'avoir trouvé un sujet où on est allé assez loin, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de théorème CAP sur ce podcast, et donc ça m'a fait bien plaisir de revenir un peu ce back to basics. Je te remercie. Est-ce que tu C'est as moi. un dernier truc, on peut te suivre sur LinkedIn. Je mettrai un lien vers effectivement ton profil LinkedIn. Alors, les gens peuvent se connecter, me pinguer, me suivre. Je j'utilise pas trop LinkedIn. Je publie pas beaucoup. Donc, vous embêtez pas à suivre. Par contre, si vous avez des questions ou vous voulez tester ou autre, n'hésitez pas à me pinguer, quoi. Et puis, bah, effectivement, comme on le disait, il y a aussi un blog sur le site d'Aerospike où vous pouvez avoir des use cases, des choses comme ça, des articles qui peuvent vous intéresser. Donc, effectivement, bah, je te remercie. Ça fait plaisir d'avoir un fidèle auditeur qui franchit le pas. Donc, n'hésitez pas tous les auditeurs à venir. Vous voyez, Ça ça se peut passe être très bien. un super bon moment. Effectivement, ça se passe généralement très bien, hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Merci Nicolas, à très bientôt. Merci à toi.